Bonjour, je suis Stéphanie Drogfeil, la juriste de l'Union des photographes professionnels. Et j'accueille aujourd'hui Olivier Brianceau, qui est directeur de la Société des auteurs d'images fixes, la CEF, et Michel Brisset, qui est un photographe, auteur de l'UPP et adhérent à la CEF également. La conférence s'intitule Droit collectif, une vraie source de revenus. Les droits collectifs, c'est la partie des droits d'auteur qui est la plus méconnue pour nos adhérents. Tout le monde connaît les droits individuels, ce sont ceux que vous facturez à vos clients lorsque vous cédez vos droits pour des utilisations. Mais les droits collectifs, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, donc je m'appelle Olivier Brianceau, je suis directeur général de la CEF, créé maintenant il y a une vingtaine d'années, enfin exactement 20 ans, puisque c'était en 1999, à l'initiative de plusieurs organisations professionnelles d'auteurs dans le secteur des arts visuels. À l'époque, la première d'entre elles c'était pas encore l'UPP, mais c'était l'UPC, et l'autre association qui a depuis fusionné avec vous dans l'UPP, qui s'appelle NGRPC. Et ces sociétés ces organisations professionnelles ont décidé de créer une société d'auteurs. Je vais revenir sur ce qu'est une société d'auteurs, mais en gros, c'est une société qui défend collectivement les droits de ses membres. Alors, les droits collectifs, pour commencer, qu'est-ce que ça recouvre, ce terme un petit peu obscur, en tout cas de prime abord? Eh bien, vous êtes, en tout cas ceux qui sont photographes, auteurs dans l'assistance, vous êtes des créateurs qui êtes protégés par le Code de la propriété intellectuelle qui vous permet de négocier, d'autoriser ou d'interdire d'ailleurs toute utilisation de vos images et le cas échéant dans la négociation d'en tirer une rémunération. Situation très simple, vous allez voir un éditeur, un client, vous lui faites une autorisation ou une cession de droit pour qu'il puisse exploiter votre photographie et il vous rétribue en fonction d'un certain nombre de critères. Ça, c'est le principe de base du droit d'auteur. Ça fonctionne comme ça depuis bon marché, donc depuis 2 siècles et demi déjà, sans trop de difficultés. Et puis avec les technologies de l'information, au courant du XXe siècle, et puis encore plus avec le numérique au XXIe siècle, on s'est aperçu que ce paradigme de l'autorisation individuelle et de la rémunération négociée individuellement avec un diffuseur devenait de plus en plus compliqué à mettre en œuvre pour des raisons précises. C'est que les œuvres étaient des photographies notamment, les œuvres en général et les photographies en particulier, étaient diffusées très largement et très massivement par des utilisateurs. Alors évidemment, ça a commencé avec la télévision, et puis progressivement avec différents appareils numériques notamment, qui font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'usages qui sont tout à fait massifs par l'ensemble de la population et qui sont difficilement gérables en termes de droit d'auteur dans le cas d'une autorisation individuelle. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller voir monsieur ou madame Google, j'ai encore dit un gros mot, mince, eh bien, évidemment, vous n'allez pas pouvoir identifier vous-même l'ensemble des photographies qui vous appartiennent et qui ont été reprises sur les sites de Google, parce que c'est probablement, si vous avez des images publiées en ligne, des dizaines de milliers d'utilisations par an, voire plus pour certains photographes. Donc on voit qu'on est dans une contrainte où la négociation individuelle est tout à fait impossible. Autre exemple, la rémunération pour copie privée. On voit bien que la loi autorise chaque personne, à titre strictement privé, de copier des images, de la musique, des films, du texte, pour un usage strictement privé. Et évidemment, à dimension de la population française, ça fait potentiellement 66 millions de copieurs d'œuvres au quotidien, pour un usage non commercial, je précise, mais en tout cas personnel. Il est évident que vous, photographes, la méthode classique d'exercice du droit d'auteur qui consiste à aller voir chacun de vos diffuseurs et leur dire « dites donc, vous avez utilisé mon image, etc. », elle pose un petit problème quand il s'agit d'aller voir plusieurs dizaines, voire centaines, dans certains cas, millions de personnes. Voilà, les droits collectifs, c'est ça, c'est des usages massifs et donc la nécessité de mettre en œuvre le droit d'auteur, non pas de façon individuelle, mais de façon collective. Alors, pour ça,
le législateur français, et puis après européen, et puis même maintenant mondial, a décidé de mettre en œuvre des mécanismes de gestion collective obligatoire. Voilà, retenez ce mot, les droits collectifs, c'est de la gestion collective obligatoire. Vous étiez dans de la gestion individuelle, sur ces usages massifs, vous basculez sur de la gestion collective, rendue obligatoire si vous voulez faire le tir au pigeon, n'hésitez pas, c'est le moment. Rendu obligatoire par les textes de loi, donc qui leur donnent une force législative d'application. Voilà. Alors, le premier droit collectif qui a été instauré, pas pour la photographie, mais en France en tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est la copie privée. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'est donc le fait, vous, citoyens, de pouvoir copier. Comment on fait? La loi vous donne la possibilité de le faire. Voilà. Vous avez la possibilité de copier les images, la musique, le cinéma. Sauf que, évidemment, plus on copie, plus on porte un préjudice aux auteurs, puisque eux, ils ne tirent pas de rémunération de l'exercice du droit d'auteur. Pour compenser ce préjudice, la loi a prévu, en 1985, un mécanisme de rémunération, je vais le dire, forfaitaire, perçu sur les supports vierges de copie. Alors ça a commencé en 85 avec les cassettes audio. On est encore dans l'univers des bandes magnétiques. Les cassettes vidéo, quand vous achetiez, parce que c'est difficile d'en acheter aujourd'hui maintenant, évidemment, mais quand vous achetiez à l'époque, ce que je faisais moi, j'achetais des cassettes audio et vidéo, et je les mettais sur mon radiocassette, et dès que j'entendais un morceau de musique qui me plaisait bien, j'appuyais frénétiquement sur les touches de l'enregistrement. Évidemment, j'avais raté toute l'introduction du morceau, mais il m'en restait une bonne partie quand même. Voilà. Donc ça fonctionnait comme ça. Et quand vous achetiez un support vierge de copie, évidemment à l'époque ça concernait principalement la musique et l'audiovisuel, eh bien vous payiez une petite rémunération forfaitaire, assez indolore, c'était quelques francs à l'époque, sur ce support vierge. Et cette manne financière avec la masse de copies faites sur les cassettes vidéo et les cassettes audio, eh bien ça constituait des sommes qui étaient ensuite reversées aux ayants droit, donc aux auteurs, notamment, pas seulement, mais aux auteurs, pour compenser le préjudice qu'ils avaient subi du fait de la copie. Donc vous voyez le mécanisme, une liberté de copie pour le public, mais en contrepartie, une rémunération forfaitaire qu'on paye sur le support pour permettre d'indemniser les créateurs. Alors, en 2001, ce système a été étendu à tous les supports numériques. Évidemment, entre-temps, on a laissé un peu de côté les bandes magnétiques, on a mis des supports numériques. Et à partir du moment où on met des supports numériques, on a créé, la loi française a créé, il faut dire que la CEF a beaucoup participé à cette création, en faisant tout travail de fond, notamment de lobbying pour pouvoir obtenir cette rémunération. Eh bien, ça a permis d'étendre le mécanisme de la rémunération pour copie privée à tous les supports numériques. Alors ça a commencé avec le CD vierge, le DVD vierge, puis après on est allé sur les disques durs externes, pas encore internes, mais externes, de copie, les clés USB, les cartes mémoire qu'on intègre dans différents appareils, notamment les appareils photographiques, etc. Et puis, ça a été étendu depuis 5 ou 6 ans à des appareils magiques qui apportent beaucoup de rémunération. Donc le titre, il est exact. Je ne sais plus où il est. C'était une rémunération, une vraie source de revenus. Sont apparus des supports de copie formidables, notamment pour la photo. Ceci, les téléphones portables, les tablettes multimédia. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la rémunération pour copie privée, à 60%, plus de 60%, elle provient de ces appareils-là. Donc c'est vraiment, et quand vous achetez un appareil de ce type-là, vous payez, alors ça dépend de la capacité de stockage qu'il y a à l'intérieur, mais vous payez entre 6, 7, 8, voire plus si vous avez des grosses capacités, parce que les téléphones ou les tablettes ont des capacités de stockage numérique qui sont assez importantes. Donc dès que vous avez un support vierge, vous avez une rémunération qui vient se greffer là-dessus. Alors ça c'est la perception. Après, toutes les sociétés d'auteurs, d'artistes, interprètes, de producteurs, d'éditeurs sont réunis, ont un guichet commun, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule société qui intervient, qui s'appelle Copie France, pour percevoir auprès des fabricants et des importateurs de supports. Et puis nous, représentants de la photo, des arts visuels, les autres pour le monde de l'écrit, pour la musique, pour le cinéma, eh bien on fait des sondages sur les pratiques de copie des Français,
qui vont permettre de déterminer la part qui revient à chacun des répertoires que je viens d'évoquer, et notamment la part qui revient à la photographie et qui est pour l'essentiel répartie par la CEF. Donc, ces sondages vont déterminer cette part, et chaque année, la CEF revendique sur cette part la part qui vous revient. J'expliquerai ensuite comment elle est reversée aux photographes qui sont membres de la CEF. Puisqu'on va parler de la répartition un petit peu plus tard, si j'ai bien compris le déroulé. Autre type de droit collectif, que vous allez comprendre aussi très rapidement, le droit de reprographie, la rémunération pour la reprographie. Vous avez des images, en tant que photographe professionnel, qui ont été publiées dans la presse, qui ont été publiées dans des livres. Donc vous avez négocié un droit de publication, un droit de reproduction dans ces publications de presse ou ces publications livres. Ces livres, ils vont intégrer des bibliothèques, ils vont intégrer l'éducation nationale, ils vont faire l'objet de photocopies, livres presse, les journaux et magazines dans lesquels vous avez des images feront l'objet de photocopies pour des revues de presse, dans les entreprises, dans les administrations, etc. etc. Enfin, on voit qu'il y a un phénomène massif, encore une technologie qui aujourd'hui est un petit peu désuète par rapport à ce que permet le numérique, mais à l'époque, on parle là des années 80-90, à l'époque, la photocopie des œuvres représentait une exploitation massive. Alors, qui dit exploitation massive dit incapacité, impossibilité à dimension d'un pays comme la France de savoir précisément qui copie quoi en temps réel. Donc on est là aussi sur un usage massif. Et même mécanisme, on a prévu un système de gestion collective obligatoire. C'est-à-dire que un organisme français, qui s'appelle le CFC, négocie avec l'éducation nationale pour tous les établissements publics d'enseignement scolaire, universitaire, avec les centres de recherche, avec les centres de formation professionnelle, avec les entreprises, pour percevoir une rémunération forfaitaire qui vient là aussi indemniser le fait que les œuvres sont copiées. Et on comprend tout de suite comment il fait le préjudice. Imaginez que vous soyez photographe. Vous avez une image publiée dans un livre scolaire, le livre de géographie de seconde publié chez Hachette, par exemple. Ce livre, il se vend à un certain nombre d'exemplaires. C'est sur la base de ce nombre d'exemplaires que votre rémunération est calculée. Si ça en vend 20 000, vous êtes dans la tranche 10 à 20 000 et vous allez toucher un droit d'imposition de n'importe quoi, 150 €. Mais si la photocopie par les enseignants, par les élèves, conduit à ce que la vente de ce livre scolaire soit moindre, puisqu'il est plus photocopié, mais il va s'en vendre moins, eh bien vous allez plus s'en vendre que 10 000 par exemple, vous ne serez plus dans la tranche 10 à 20 000, vous serez dans la tranche 5 à 10 000, et votre rémunération sera divisée par 2. Donc votre préjudice, on le voit, il est clairement identifié, il est lié à la reproduction massive qui est faite par la photocopie dans les établissements scolaires qui sont les principaux consommateurs de livres scolaires, justement, dans lesquels vous avez une photographie. Et donc, pour compenser ça, c'est la gestion collective obligatoire qui va intervenir et qui va vous permettre de retrouver une rémunération complémentaire à votre droit de reproduction initial, permettant de retrouver une économie à peu près normale et correcte pour ce type de publication. Voilà, pour vous expliquer, idem pour la presse, hein, s'il y a des revues de presse dans les entreprises, peut-être qu'on achète moins Le Monde, Libération ou d'autres magazines, parce que du coup, on a accès à de l'information via des photocopies, via des revues de presse photocopies. Donc ça, c'est très précisément le mécanisme des droits collectifs. Alors, il en existe d'autres, comme par exemple le droit de prêt en bibliothèque, pour ceux qui ont des livres. Là aussi, on voit le mécanisme. Hein. Il se loue énormément de livres en bibliothèque. Évidemment, plus les gens vont dans les bibliothèques, moins ils achètent de livres, donc la rémunération baisse pour le créateur. Elle est compensée par un système de droit collectif pour le droit de prêt. Idem pour certaines rediffusions de canaux de distribution, et notamment sur Internet pour les chaînes de télévision. Enfin, on voit qu'au fur et à mesure où les technologies se créent et vont vers des usages massifs d'œuvres, de photographie notamment, eh bien, le législateur français et européen notamment instaure un système de gestion collective obligatoire, droit collectif, qui est une rémunération compensatoire à tous ces usages pour vous permettre de retrouver une rémunération décente face à ces usages massifs. Alors, pourquoi gestion collective obligatoire? Parce que, évidemment, comme on est dans le collectif, il faut une gestion collective, et l'organisme
qui est habilité à la fois d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue légal, puisque c'est une mission légale qui leur est dévolue. L'organisme qui est habilité à percevoir ce type de rémunération forfaitaire, droit collectif, et ensuite à le reverser à leurs destinataires, c'est-à-dire les auteurs, ce sont les sociétés d'auteurs. Les sociétés d'auteurs, vous les connaissez, le nom officiel aujourd'hui, c'est organisme de gestion collective des droits d'auteur, mais enfin, société d'auteurs, ça parle tout seul, surtout si vous connaissez bien évidemment la plus célèbre d'entre elles, la SACEM, créée au XIXe siècle, qui est une des plus importantes sociétés d'auteurs au monde. On voit tout de suite ce que recouvre la SACEM pour le monde de la musique, la SACD pour le théâtre, etc. En 1999, les membres de différentes organisations, et notamment de l'UPC à l'époque, l'UPP aujourd'hui, ont eu la bonne vision prémonitoire du fait que pour la photographie aussi, il fallait créer sa propre société d'auteur parce que on se dirigeait vers un monde de plus en plus numérique avec de plus en plus d'usages et que seul, alors bien sûr, quand le photographe est en commande, il va continuer à négocier individuellement avec son commanditaire, quel que soit le secteur d'activité, presse, pub ou autre, mais face aux usages massifs, et bien pour avoir des rémunérations complémentaires et décentes au titre du droit d'auteur, il faut constituer une société d'auteur. Alors une société d'auteur comme la CEF, donc nous on a été créé en 99, comment ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne un petit peu, c'est une société civile, c'est pas une société commerciale, ça veut dire qu'on ne fait pas de profit, on a vocation à redistribuer toutes les sommes que l'on perçoit pour le compte des auteurs, et sur le mode de fonctionnement, ça fonctionne un petit peu comme une coopérative, comme mouvement coopératif, c'est-à-dire que chaque adhérent, chaque nouvel adhérent à la CEF devient actionnaire, entre guillemets, en tout cas il acquiert une part sociale, il devient co-actionnaire avec l'ensemble des auteurs qui sont membres de la société d'auteurs, de sa structure, et il en devient le copropriétaire. Donc c'est ce phénomène coopératif, c'est comme si aujourd'hui les 7000 membres directs de la CEF étaient tous copropriétaires de la même structure. Ils ont mis en commun des moyens pour percevoir ces droits et avoir un peu de moyens financiers, économiques, recruter des juristes spécialisés, des directeurs plus ou moins compétents, développer des systèmes informatiques pour percevoir ou répartir, faire de la communication, aller voir les diffuseurs pour leur dire dites donc, vous n'avez pas oublié de payer ce truc-là, là, cette photo que vous avez. Donc ça sert à ça une société d'auteur, c'est un regroupement de moyens. Et donc, si vous adhérez, vous devenez collectivement propriétaire de votre société d'auteur. Une adhésion, c'est 15,24 €, le prix de la part sociale. Et chacun, donc 100 francs, parce qu'on a été créé en 99, donc c'était pas encore l'euro, 100 francs à la part sociale, 15,24 €. Et chaque auteur, qu'il s'appelle Yann Arthus Bertrand ou Durand Dupont Martin, il a une part sociale et pas plus. Donc tous les auteurs sont à égalité, et cette part sociale leur donne un vote en assemblée générale, les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi vis-à-vis de la société, sans qu'il y ait de déséquilibre entre tous les auteurs. Donc qu'on soit photographe débutant sortant des Gobelins ou professionnel aguerri, voire starifié, ça ne change rien, on est tous copropriétaires au même niveau de sa société d'auteur. Une part sociale égale une voix. C'est important une voix parce que c'est une vraie démocratie au sein de la société. Et la société, elle est administrée par les auteurs qui la composent. Donc l'Assemblée générale de tous les membres de la société va élire un conseil d'administration composé d'auteurs. C'est actuellement présidé par un photographe, ancien vice-président de l'UPP, qui s'appelle Pierre Ciotte, et qui va être, ce conseil d'administration, le véritable organe décisionnaire dans la société. Après, il recrute un directeur qui est aussi le gérant de la structure, c'est pas seulement, d'ailleurs depuis l'origine, créé selon les directives données par le conseil d'administration pour gérer la société et la développer. Voilà. Donc aujourd'hui, le fonctionnement d'une société d'auteur, c'est aussi, d'un point de vue économique, je vous dis qu'il n'y a pas de profit, le fait d'avoir quand même des investissements pour développer l'activité, développer la perception et la répartition de droits. Et donc, on va faire une retenue sur les droits. L'an dernier, elle était en moyenne de 15 à 16%. L'an dernier, c'était 2018. Ça, je parle des comptes de 2018. Pour couvrir les frais de gestion. Donc en fait, notre résultat annuel il est égal peu ou prou à zéro. On ne prélève sur les droits avant de les reverser que ce dont on a besoin pour la gestion. Et cette gestion, elle est soumise annuellement
à l'Assemblée Générale, qui vote ou vote pas, jusqu'à présent elle a toujours voté, la validation des comptes de la société. On est en plus, puisqu'on est une structure d'intérêt général, comme la SACEM, comme d'autres, contrôlée par le ministère de la Culture et par la Cour des comptes. Donc on a chaque année un rapport de transparence qui est public et qui peut être consulté, qui est d'ailleurs consultable sur notre site internet. Je vous encourage à aller le voir pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà comment fonctionne la société d'auteurs et la CEF en particulier. Merci beaucoup. Michel, toi qui es membre de la CEF, est-ce que tu veux nous expliquer comment ça se passe pour adhérer à la CEF? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te sens impliqué dans le fonctionnement de la CEF? Quelle est ton expérience d'adhérent à la CEF? Alors déjà, l'adhésion est très très simple. On remplit un bordereau, on envoie un chèque, on envoie ses coordonnées bien évidemment, et puis comme on va effectivement toucher des fonds, il faut bien évidemment qu'on envoie ses coordonnées bancaires. Alors ça se fait très simple, ça se fait exclusivement par mail. Si on a besoin d'un conseil, on appelle. Voilà. En ce qui me concerne, je suis arrivé tout seul, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est très très simple. Et une fois que ça s'est fait, tous les ans, effectivement, on est convoqué à l'Assemblée Générale. Voilà, on a un droit de vote. Voilà. Et puis on reçoit, on le verra effectivement un petit peu après, les modalités qui vont permettre de déclarer les images qui sont sujettes justement à droit collectif. Voilà, donc finalement c'est super simple. J'y suis depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises. Depuis 2015, c'est que du bonheur. Voilà. Bon, t'es pas encore milliardaire, mais t'es... Non, donc, voilà, donc c'est assez simple. On peut effectivement envoyer son dossier d'adhésion complet. On trouve tous les éléments comment adhérer sur le site internet, les documents à télécharger pour les remplir, les pièces justificatives, parce qu'on ne peut adhérer que si on est un auteur. On ne peut pas adhérer si on est agent d'assurance. On est d'accord. Donc il faut montrer quand même qu'on a un peu de professionnalité. C'est les pièces justificatives. Et on envoie son dossier avec son virement, son chèque de 15,24 €. On peut aussi le faire en papier, puisque j'ai amené ici. Ça, c'est un dossier d'adhésion complet, donc on dit comment faire à l'intérieur, il y a les actes d'adhésion à l'intérieur, puis ça, c'est un petit prospectus qui vous rappelle beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait, c'est beaucoup mieux fait, ce que sont les droits collectifs. Voilà. Vous avez été convaincu par Olivier, vous avez décidé d'adhérer à la CEF, vous avez réussi à remplir le bulletin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment passe-t-on de adhérent à la CEF à je touche des droits collectifs? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que les droits collectifs venaient compenser un préjudice subi par au titre d'une exploitation première. Le livre, par exemple, il est photocopié, etc. Donc, les organismes dont la CEF qui perçoivent ces droits collectifs vont les rattacher soit à des sondages, soit à des relevés de diffusion qui sont d'ailleurs souvent faits par des sondages. Je donne l'exemple de la reprographie dans le milieu scolaire. L'organisme qui perçoit le droit de reprographie, il ne va pas aller voir tous les lycées, collèges, enseignement public, enseignement privé, classes primaires, etc. C'est trop volumineux. Par contre, faire un vrai panel qui tourne d'ailleurs régulièrement de ce qu'est un lycée professionnel dans une grande ville, un collège dans une zone d'éducation prioritaire, etc. Quelque chose qui permet de regarder par son âge ce qui est copié, ça permet d'avoir une vision à peu près précise, globale, nationale de la copie. Alors ces éléments vont vous dire que le livre scolaire, je reprends mon exemple, le livre scolaire de géographie de seconde chez Hachette, il a été copié et il génère, selon les calculs de reversement, 2 000 € à verser aux auteurs d'images. Encore une fois, c'est un exemple, ça n'a pas de pertinence. Eh bien, vous allez recevoir annuellement, vous allez nous communiquer annuellement, vous allez même pouvoir le faire à partir de 2020 directement en ligne sur votre espace protégé personnel sur le site de la CEF. Vous allez dire, cette année, j'ai eu une publication d'une photo dans le livre de seconde de géographie édité chez Hachette. Et puis j'ai aussi des photos dans un guide touristique, j'ai aussi des photos dans une monographie, parce que cette année j'ai fait une monographie sur tel sujet, donc j'ai 150 un beau livre, 150 images, etc. Tout ça, tous ces livres vont être déclarés. Idem pour la presse. Alors pour la presse c'est encore plus simple, parce que vous dites sur Le Monde de la photo, sur Libération ou sur je ne sais quel magazine. Au cours de l'année 2019, j'ai eu au total 12 images qui ont été publiées dans Libération par exemple.
et vous remplissez comme ça votre bordereau. Vous pouvez le faire, comme ça sera numérique très bientôt, ça l'est déjà, mais sous forme de fichier Excel, donc c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez même le faire au fur et à mesure. Vous connectez une fois de temps en temps, à chaque fois que vous avez une vente, ou une fois par mois quand vous voulez récapituler, et vous saisirez directement. Ça prend quelques clics, et vous saisirez vos publications dans la presse et le livre. Vous nous direz également, si c'est le cas, si vous avez eu des images dans des productions audiovisuelles qui ont pu être passées, qui ont pu passer sur une des nombreuses chaînes de la télévision. Vous nous direz aussi, à travers votre questionnaire d'activité, dans quel type de secteur différents. En général, les photographes sont de plus en plus multisectoriels, on va dire, et donc ils interviennent à la fois en presse, en pub, en mode, etc. Et donc, on a besoin de savoir quelle est leur activité. Et puis, si vous avez développé à côté de l'activité de photographe, une activité de graphiste. Il y a aussi des graphistes à la CEF et vous aurez une case à remplir par rapport aux activités de graphiste, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne. Et sur la base de ces informations, l'objectif est de rapprocher les informations sur vos diffusions primaires, sur ce que j'appelle les diffusions primaires, sur votre activité de publication ou de réalisation et de diffusion d'images vers vos clients, quelquefois pas seulement vers vos clients, mais aussi vers tous ceux qui vont, parce qu'il y a aussi de la contrefaçon sur Internet, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Eh bien, vous nous direz tout ça, et à partir de là, on fera des rapprochements entre les sommes que l'on a à répartir, les informations qui nous sont données par l'organisme qui perçoit. Donc, par exemple, le CFI nous dit Hachette, Hatier, Larousse, Bordas, etc. Voilà tous les montants qu'on a à répartir pour telle catégorie d'ouvrage. Et vous nous avez dit, moi j'ai des images dans cet ouvrage, dans ces ouvrages, on fait le rapprochement. Pour la copie numérique, c'est pareil, vous allez dire, moi j'ai fait de la photopublicité cette année, j'ai fait pour un petit groupe que je connais, la photo de la pochette du disque, j'ai fait de la photo, un reportage presse pour le courrier Picard dans la Picardie, justement, etc., etc. Et c'est ça qui va nous permettre de rapprocher et de faire des modalités de répartition qui, annuellement, sont votées par le conseil d'administration et validées par l'Assemblée générale. Encore une fois, ce fonctionnement démocratique sur comment on perçoit, comment on répartit. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair. Alors ça demande un petit peu de travail, parce que plus on déclare, plus on est rigoureux dans son processus de déclaration, plus évidemment on touche le droit collectif. Plus on travaille aussi, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'activité au cours de l'année précédente, il est probable que vos droits collectifs vont s'en ressentir l'année suivante. Il y a toujours un décalage d'un an entre le moment où vous avez travaillé et déclaré et puis le moment où vous avez touché vos droits collectifs. Donc c'est ça qui... Donc c'est aussi une forme de proportionnalité, l'activité que vous avez dans votre travail de photographe. Alors justement, c'est ce que j'allais compléter. En fait, effectivement, de notre côté photographe, j'aurais tendance à dire les seules choses qu'on a à faire, je parle un petit peu fort, merci, les seules choses qu'on a à faire, c'est effectivement de regarder les endroits où nos publications ont été, nos photos ont été publiées, pour tenir une espèce de petit journal, entre guillemets, qui vont nous permettre de déclarer à la fin de l'année, sur la base de ces bords de course que Olivier vient de définir, justement l'ensemble de nos publications. Voilà, donc c'est très très simple. Hein. On a une ligne par type de publication, on indique le nombre de photos qu'on a fait. Voilà, on certifie sur l'honneur, bien évidemment, qu'on a eu ces publications. Voilà. On n'a pas besoin de les envoyer, ça c'est pas nécessaire. Pour ceux qui en font des centaines ou des milliers, c'est pas nécessaire. Et ça marche très très bien, effectivement. L'année suivante, une fois qu'il y a la répartition qui se met, on touche naturellement et automatiquement sur le compte qu'on a précisé. Alors sur les droits collectifs, effectivement, on fait 2 répartitions annuelles, une qui a lieu fin septembre et une autre qui a lieu fin décembre, enfin, juste un peu avant Noël, ce qui permet de payer la dinde et le champagne, normalement, et le saumon. Oui, une question? Oui, je veux savoir si pour les publications qui sont de plus en plus numériques. Oui, bonjour. Pour les publications qui sont de plus en plus numériques, est-ce qu'on a aussi des droits collectifs à répartir sur les webzines, par exemple, les magazines qui sont diffusés uniquement sur Internet? Merci. Oui, alors, on a un bordereau presse, parce que la webzine, on n'est pas très loin du pure player presse.
on a un bordereau presse, mais qui est un bordereau qui nous sert principalement pour répartir la reprographie, donc le support papier, photocopie d'un support papier. Pour le numérique, c'est beaucoup plus compliqué, et donc on le rémunère à travers la copie privée que j'ai présentée tout à l'heure, puisqu'en fait, ces sites de presse, les sites en général, les publications sur le web sont principalement copiés par les particuliers, et c'est donc de la copie privée rémunérée au titre de la rémunération pour copie privée numérique. Faire une répartition exhaustive en fonction des images qu'on a publiées, ça paraît, c'est pas que ça paraît, c'est absolument hors de proportion en termes de traitement. Parce que chaque auteur, si vous interrogez tous ceux qui sont ici, vont vous dire qu'ils ont des dizaines, voire des centaines, pour certains des centaines, des dizaines de milliers de publications sur le web. Donc, on procède. L'univers papier est un univers fermé, l'univers numérique est un univers complètement ouvert et en pleine expansion permanente. Donc, raisonner comme on le fait pour le papier, avec une déclaration précise, le webzine, le lien du site qui renvoie, etc. On l'avait fait au début, puis on s'est rendu compte que c'est pas possible, et finalement aucune société ne le fait de cette façon-là. Donc on raisonne par rapport à des sondages. J'ai évoqué tout à l'heure les sondages qui sont faits par les instituts Médiamétrie chaque année, selon des catégories d'œuvres, des catégories de publications. Et vous nous déclarez à travers vos questionnaires d'activité. On utilise aussi une partie des éléments relatifs à la presse en ligne. Et puis, avec ces éléments-là, on fait une répartition forfaitaire. Alors, effectivement, c'est moins précis que la répartition de la photocopie, où là, on a des relevés papier, des publications papier qui sont très précises. Mais ça permet quand même d'avoir une rémunération. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la répartition, les montants de copies privées numériques que nous répartissons sont très largement supérieurs et ils ont tendance à vraiment grossir. Donc, c'est quand même une répartition qui est de plus en plus importante. Je précise aussi une chose que j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour la perception et pour la répartition, c'est que ce que je vous ai présenté là, c'est le régime français des droits collectifs. Mais évidemment, il y a aussi un régime européen des droits collectifs. Et de plus en plus de pays, de grands pays européens, ont des systèmes de droits collectifs, de copie privée, de reprographie. Il se trouve que les sociétés d'auteurs sont membres d'un réseau et ont des accords entre elles qui leur permettent d'avoir ce qu'on appelle une réciprocité. Donc, pour être très clair, je donne juste cet exemple-là, mais ça concerne également une vingtaine de pays dans le monde, même plus maintenant, presque une trentaine, à travers ces accords que nous avons avec des sociétés d'auteurs du même secteur que nous, le secteur des arts visuels dans d'autres pays. Et par exemple, il y a de la copie privée en Allemagne. C'est même le pays qui a inventé la copie privée dans les années 60, donc bien avant nous. Et la copie privée allemande, c'est aussi un très grand pays d'édition, de publication, etc. Donc c'est un pays dans lequel il y a une rémunération copie privée très importante. Et chaque année, en plus de la copie privée française que je vous ai expliquée, on touche de l'Allemagne des montants correspondant aux utilisations du répertoire de la CEF, donc des auteurs de la CEF en Allemagne au titre de la copie privée. Donc à la copie privée française s'ajoute la copie privée allemande, la copie privée italienne, la copie privée belge, etc., etc. Donc ça fait que c'est une question de droit. Les droits collectifs ne sont pas seulement franco-français, ils sont de plus en plus européens et de plus en plus mondiaux. Et il va y avoir évidemment des perceptions qui, de ce point de vue-là, vont grossir. Il y a des pays qui ont adopté des régimes de copie privée très récemment. Donc ça mettra un petit peu de temps à porter ses fruits, mais pour l'avenir, ça portera également ses fruits. Du contrat et pas du tout de la gestion collective obligatoire. Donc il n'y a pas de droit collectif aux États-Unis, malheureusement. Il y a une espèce de licence qui s'approche de la reprographie, mais qui est très peu rémunératrice pour les auteurs. Donc c'est pas du côté, des droits collectifs qu'il faut chercher des rémunérations aux États-Unis. Par contre, on est quand même représenté aux États-Unis par une société d'auteurs des arts visuels qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle, je ne sais plus, ARS, et qui perçoit un certain nombre de droits et qui, on y viendra peut-être après, est en mesure d'intervenir pour le compte des auteurs de la CEF en cas de contrefaçon. Si jamais vous avez un dossier avec un client ou un contrefacteur américain, quelqu'un qui a repris une image pour un usage commercial aux États-Unis, nous, on vous représente, y compris pour le monde entier, par rapport à ce type de droit. Et on n'est pas compétent. Évidemment, on ne connaît pas la loi américaine, on ne connaît pas le fonctionnement de la justice américaine. Par contre, eux le sont. Donc on transmettra votre dossier à notre consoeur américaine qui, elle, agira pour votre compte.
Je crois que vous avez déjà répondu à ma question, mais enfin, quand on a des photos aux États-Unis, c'est mon cas depuis les années 60 jusqu'à maintenant, et de temps en temps, je vois certaines de mes photos que j'ai prises dans le monde entier. Est-ce que je dois m'adresser à l'ARS ou est-ce que je dois m'adresser à vous et comment ça marche? Enfin, je n'ai jamais cherché rien. Je les vois, c'est tout. Je n'ai rien, j'avais signé des contrats. Ça a été remis, je ne sais pas combien de fois, je n'ai jamais rien touché. Parce qu'à la base, la première fois, j'ai touché une somme d'argent importante et qu'est-ce qui se passe là, quoi? Alors, si vous êtes membre de la CEF, ce que je ne sais pas, oui, si vous le devenez. J'y suis pas, mais j'étais à votre dernière réunion à la gare du Nord et on n'en avait pas tellement parlé. Alors, tout simplement, si vous devenez membre de la CEF étant en contrat avec la société d'auteurs américaine, vous allez vous adresser non pas à eux, mais à nous. Oui. On va faire une première analyse de votre dossier, et puis on va transmettre le dossier, dès lors qu'il apparaît sérieux, à notre consoeur américaine pour qu'elle intervienne. Et c'est elle qui interviendra. Mais c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que la CEF reçoit de ses membres les différents litiges que ceux-ci peuvent avoir, qui peuvent être de la compétence de la CEF. Et ensuite, si ces litiges ont une consonance internationale, on dirige le dossier vers la société dans le pays concerné. Et c'est elle qui va intervenir, qui va réussir ou pas, on souhaite qu'elle réussisse, qui va nous reverser les sommes issues de la négociation ou du procès qu'ils ont fait aux États-Unis, et nous, on vous reversera ensuite les sommes que vous revenons. Voilà. Oui, mais comment vous le donnez? Parce que tout est... Rien n'est numérique. Comment est un dossier? Comment est communiqué un dossier? Je dois tout mettre sur numérique? Il y en a un paquet. C'est-à-dire que vous allez commencer par nous donner les éléments, ces images, l'utilisateur final aux États-Unis, il se les est procurés quelque part. Donc vous allez nous faire un dossier. Ça, c'est pour les dossiers de litige. Hein. On a sauté une étape, on est déjà à l'étape suivante, mais c'est pas grave. Vous allez mettre dedans tous les éléments qui sont relatifs à l'exploitation. Le contrat de départ. Si vous aviez signé, vous disiez que vous avez touché une rémunération de départ, il vaut mieux nous donner le contrat de départ pour qu'on regarde l'étendue de la session que vous aviez consentie à l'époque. Ça, je ne les ai pas, les contrats. Ça date des années 60, 70, 80. Ils sont tous à la poubelle. Alors, ça va être un petit peu compliqué, effectivement. Mais on peut supposer, alors si je peux quand même vous donner une réponse par rapport à ça. Dans les années 60-70, Internet n'existait pas. Non. On ne peut pas céder les droits pour un mode d'exploitation inconnu au moment de la signature du contrat. Donc vous n'avez forcément pas cédé vos images, vos droits sur vos images. Non, on au avait 6 mois. Voilà. Donc, à chaque fois au signé, c'était 6 mois. Donc ça, cette première réponse, elle est importante. Vous n'aviez pas pu céder pour Internet parce que Internet n'existait pas. Et donc si les images sont utilisées aux États-Unis par Internet, ça donne déjà un élément d'appréciation sur votre dossier. Oui, exactement. Ok, merci. Effectivement, l'autre intérêt d'adhérer à une société d'auteurs comme la CEF, c'est d'avoir un accompagnement juridique dans le cas où tout ne se passe pas comme prévu au contrat. La contrefaçon, c'est quelque chose qui vous est sans doute pas étranger. C'est régulièrement que nos auteurs nous appellent pour nous dire on a retrouvé ma photo, j'ai retrouvé ma photo sur un site pour lequel je n'avais pas cédé les droits, ou mon client a utilisé ma photo pour une brochure alors qu'il me l'avait demandé pour son site internet. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Michel, tu as été confronté au problème. Quel est ton retour d'expérience? Alors effectivement, j'étais confronté au problème. J'ai couvert en début d'année un match de football. J'ai fait des photos que j'ai de la Coupe de France, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu. J'avais une commande de PQR, donc j'ai transmis les photos à la PQR. Donc jusque-là, tout va bien. Ils ont utilisé les photos, c'était normal, convenu, etc. Et puis il s'avère que l'équipe que j'ai pris en photo a gagné au tour suivant. La même PQR me dit c'est bien, on va couvrir le deuxième match. En général, quand je couvre un événement comme ça, je regarde s'il y a un petit peu de nouveautés, de choses comme ça, et je passe sur Twitter, et là je vois sur le compte d'une société de paris en ligne ma photo. Ah, étonnant,
je l'ai donné juste à la PQR, je l'ai donné à personne d'autre, je ne l'ai pas envoyé au club, je n'ai pas été contacté par qui que ce soit. Et je me dis, bon, c'est bizarre. Donc je commence à faire des copies d'écran, puis ça s'arrête là. Et puis je vais couvrir le match, et puis à la sortie du match, qu'est-ce que je vois à la porte d'entrée du stade? Ma photo en poster format A2. Là, je me suis dit, bon, c'est étonnant. Alors je passe devant une première fois, je me dis, mais non, c'est pas la mienne. Donc je retourne, je prends la photo. Donc j'ai effectivement gardé la trace du poster, je l'ai chez moi. Je ne l'ai pas encadré parce que c'était pas une bonne raison. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Donc le lendemain matin, un petit coup de téléphone, les PP. Vous avez une idée? Ben oui, bien sûr. Vous êtes à la SAIF? Ben oui, je suis à la SAIF. Ben appelez le juridique à la SAIF. Voilà. Donc, je prends contact avec le juridique à la SAIF qui me dit, bah écoutez, donnez-nous déjà le contexte dans lequel à qui vous avez cédé les droits de cette photo, d'usage de cette photo. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donnez-nous toutes les copies d'écran ou tous les usages que vous auriez pu constater de cette photo, ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai eu un mail assez rapide. Écoutez, on va analyser, effectivement, c'est ce que tu disais, Olivier, on va analyser la faisabilité du recours. Ils m'ont dit, bah, écoutez, c'est bon, il y a de la matière, on prend le dossier. Donc là, on reçoit un contrat d'autorisation de la SAIF à traiter les droits concernant cette photo. Et puis, c'est parti. Voilà. On suit le sujet, et puis là on apprend que cette société-là fait appel à une agence de com, qui fait appel à une agence de photo, blablabla. Et finalement on découvre que j'ai cédé absolument de droit à personne de tous ces gens qui étaient dans la chaîne. Je vois aussi que ma photo a été quelque peu arrangée, puisque quand je poste mes photos sur internet en petit format, je mets un peu comme une société de banque d'images dont je vais tairai le nom, un petit encadre gris en disant voilà. Donc ça veut dire que la photo qui a été utilisée, non seulement on m'a pas demandé d'autorisation, on n'a pas demandé mon autorisation de l'utiliser, on m'a pas donné mon droit, et en plus on a masqué, on a enlevé ce que j'avais mis sur internet pour reconstituer entre autres la jambe du footballeur. Voilà. Bon. Il y a de très bons graphistes dans ces sociétés-là. Et puis donc c'est parti. Voilà. Et puis au mois d'octobre de cette année, alors, quelques mails de suivi bien évidemment, de part et d'autre, hein, ça va dans les deux sens. Au mois d'octobre, on me dit effectivement c'est bon, la société a reconnu avoir utilisé votre photo de façon sans votre autorisation, et vous allez être rémunéré d'un certain montant. Donc, ça fait toujours plaisir parce que quelque part, moyennant une adhésion, il y a 15,24 €, merci Olivier, en 2015, tout s'est fait naturellement. Alors, on prend un petit peu de temps, et je vais être normalement versé, le grand gagnant et bénéficiaire des droits de cette photo au mois de janvier, fin janvier de l'année prochaine. Voilà, donc effectivement, on se rend compte que ce genre de société est quand même bien utile, même si j'ai un petit peu débordé, on n'est plus sur du collectif, on est sur de l'individuel. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que j'ai testé, ça marche. Voilà. Alors, juste pour préciser les choses sur ton dossier, que je ne donnais pas. Par rapport à ces utilisations-là, en général, on applique un principe très basique qui est combien auriez-vous payer selon les barèmes de la CEF. Nous avons des barèmes en ligne que vous pouvez trouver sur le site internet de la CEF. Bon voilà, c'est publié sur une affiche, c'est 100. Vous n'avez pas demandé d'autorisation, c'est plus 100. Et vous avez en plus violé le droit moral, puisque vous avez retouché la photo, vous n'avez pas crédité le nom du photographe, c'est plus 100 encore. Donc par rapport à un tarif CEF qui est déjà sensiblement au-dessus du marché, tu devrais toucher 300 au lieu de 100. Donc c'est un peu plus. Donc c'est un peu plus. Et puis par ailleurs, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut être complètement transparent, nous on a fait quand même travailler nos juristes. Donc on va prélever pour nos frais de gestion, encore une fois sans bénéfice, 15% de ce montant-là avant de te les reverser. Et puis aussi les charges sociales, enfin, les cotisations HSA, etc. Si tu es précoté ou pas, si tu n'es pas. Voilà comment ça fonctionne. Oui, pour vous dire que on fait aussi ça, notamment principalement sur le web, mais pas que, parce qu'il y a énormément de contrefaçons web. Et on a un staff de juristes maintenant, elles sont, je dis elles, parce qu'il n'y a plus que des juristes femmes, je suis une espèce de dinosaure en étant un juriste mec, mais sinon il n'y a pratiquement plus que des femmes. Elles sont 4 au service juridique de la CEF à pas faire que ça, mais à gérer aussi des dossiers comme ça. Et donc, vous voyez tout ça, quand je dis regroupement de moyens, c'est une coopérative dans laquelle on mutualise des moyens et un petit peu d'intelligence, on essaye en tout cas, on voit que ces moyens et les cotisations, les retenues qu'on prend, ça permet de recruter des juristes spécialisés par exemple. On va en avoir 4 à ce jour.
Et c'est ça qui nous permet d'être efficace. Et puis aussi d'aller voir les diffuseurs et de leur dire, parce que voilà, si vous dites je suis Monsieur Dupont, je suis pas content, on va vous dire oui, d'accord, écrivez-nous, on vous répondra sûrement. Si on dit je suis la CEF, Société d'auteurs et services, je ne suis pas contente, là il y a des chances qu'on vous écoute un petit peu plus. Et puis si en plus vous recevez un peu plus tard, parce qu'après de multiples relances une lettre d'avocat, là aussi on va vous dire, bon là je comprends que il y a le côté aussi institutionnel. C'est comme la SACEM, j'ai parlé de la SACEM tout à l'heure. La SACEM, ça parle à tout le monde. Et il y a un côté, merde, j'ai grillé le feu rouge et je me suis fait choper parce qu'il y avait un flic à l'endroit. Il y a ce côté-là qui fait qu'on respecte beaucoup plus une société comme la nôtre qu'un auteur individuellement. Et je finis juste sur ça, c'est que dans cette gestion des droits, on le fait cas par cas, mais on est aussi capable de le faire par accords généraux. Et dans le numérique, il y a de plus en plus de portails internet, de plateformes web. C'est le grand enjeu des années qui vont venir, c'est de négocier des contrats généraux pour l'ensemble de notre répertoire avec les grandes plateformes numériques, les plus importantes d'entre elles, je pense à Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et là, et puis les chaînes de télévision, et puis d'autres types de portails internet plus spécialisés. Et là, on voit bien que c'est l'union qui fait. Alors, c'est pas des droits collectifs au sens gestion collective obligatoire, c'est la gestion collective volontaire. On voit bien que c'est de façon collective et unie, on va arriver à faire plier ces gens-là et les faire payer des rémunérations pour les photographes à l'avenir. Donc, c'est un enjeu et ça commence d'ores et déjà. On a des accords généraux avec des musées en ligne, voilà. Et donc, c'est des choses qui sont tout à fait en plein développement pour la SAF. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont une question à poser ? Je voudrais revenir sur l'exemple du livre scolaire, dans le cas de photos qui servent à illustrer. Quand on adhère, par exemple, cette année, est-ce qu'il y a un effet rétroactif ? Est-ce qu'on dit ce que l'on a fait les autres années ? Oui, alors particulièrement pour le livre, c'est moins le cas pour la presse, parce que la presse, il y a un côté consommation immédiate et la presse devient très vite obsolète. Mais pour le livre, par contre, notamment je pense au système scolaire, les livres scolaires ne sont pas réédités tous les ans, ils le sont tous les 2, 3, voire 4, 5 ans pour certains d'entre eux. Les ouvrages monographiques, encore moins souvent. Donc effectivement, on remonte au moins 5 ans en arrière pour les livres dans lesquels vous avez une image isolée, type scolaire. Et pour les monographies, on remonte jusqu'à la nuit des temps. Donc si vous avez des choses sur des parchemins du XVIe siècle... Et les photos qui sont vendues à des associations, qui font leur promotion, qui font leur magazine interne, tout ça, qui ont acheté à un moment les photos, qui peut-être vont les réutiliser ou pas, est-ce que là aussi on le déclare ? Oui, alors si ça rentre dans la définition de publication, que ce soit par un éditeur traditionnel ou par... il y a énormément de... En France, il y a des dizaines de milliers d'éditeurs. Il y a les grandes maisons d'édition, il y a des éditeurs moyens, et puis il y a l'ensemble du tissu associatif et professionnel qui souvent publient des petites lettres d'information, des choses comme ça, qui peuvent faire l'objet de, soit dans le secteur de la presse ou des ouvrages quelquefois, de type livre, et qui donnent lieu aussi à des photocopies. Donc potentiellement une rémunération pour reprographie ou pour copie. Donc on a intérêt à mettre le maximum de choses, et puis après c'est accepté ou ça l'est pas. Oui, tout à fait. Plutôt que hésiter. Alors, en plus, là, je rentre vraiment dans le détail, je suis un peu désolé, mais dans les relevés qu'on reçoit sur la base des sondages, on va avoir beaucoup de sommes qui sont dites documentées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rapprocher de tel éditeur, tel ouvrage. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait que c'est copié. Et d'ailleurs, notamment, par exemple, il y a même les copies-services au coin de la rue, dans lesquels vous pouvez venir copier des œuvres. Photocopier des œuvres publiées. Évidemment, on n'a aucun relevé et d'ailleurs, on ne pourrait pas, parce que ce serait totalement intrusif d'aller voir une personne qui photocopie et lui dire qu'est-ce que vous êtes en train de copier. Donc, on ne peut pas avoir d'informations de ce type-là. Et donc, il y a une bonne part de rémunération qui sont sans aucune documentation. Et dans nos modalités de répartition, à ce moment-là, on prend ce qui est déclaré, on partage, on fait au prorata. Donc, au final, même l'association du fin fond de la Lozère, qui est très spécialisée sur un truc nature, balade
balade à pied ou à cheval dans la Lozère, eh bien, même celle-là, d'une certaine façon, va donner une part de rémunération. Alors, pas importante évidemment, mais ça, au bout d'un moment, ça fait une rémunération qui est plus importante. On va tourner. J'avais deux questions, une plus par rapport à la perception des droits, une fois que vous les percevez, si c'est l'année suivante, juste par rapport à si vous tenez votre comptabilité vous-même et que vous avez votre logiciel agréé, DGFP, vous les rentrez dans quelle case, même si ça peut être simple. Enfin, c'est une déclaration simple de droit que vous percevez, il n'y a rien de... Par rapport à la nature fiscale des sommes, Oui, voilà. Ce sont des droits d'auteur. C'est la même chose que ce que vous percevez directement auprès de votre client. Oui, ok. Donc même statut social, même statut fiscal. D'accord. C'est des droits d'auteur. Ok. Et l'autre, c'était juste par rapport aux huissiers. Si par exemple il y a des constats d'huissiers sur Internet, nous on les fait. Donc j'imagine que le photographe fait appel à un huissier. Ou est-ce que non. Une Alors, fois qu'on est... un des avantages des sociétés d'auteurs, c'est qu'elles ont le droit. Ce n'est pas le cas de n'importe quelle société. C'est pas le cas du PP qui ne pourrait pas le faire, par exemple. Mais les sociétés d'auteurs, ce qu'on appelle les organisations collectives, se voient reconnaître la possibilité d'avoir des agents assermentés. Un agent assermenté, un procès verbal d'agent assermenté, c'est quelqu'un qui est donc nommé par arrêté ministériel et qui prête serment devant le tribunal en disant, etc., et qui engage d'ailleurs sa responsabilité. Hein. Et les procès-verbaux des agents assermentés, des sociétés d'auteurs, ont exactement la même valeur juridique que le PV d'ici. Donc évidemment, ça coûte moins cher quand vous êtes membre de la CEF et que le dossier aboutit, de faire un procès-verbal d'agent assermenté. Cela dit, je vous avoue qu'on ne les fait pas systématiquement parce que sinon, on a 2 agents assermentés, je crois. Elles ne feraient que ça et elles ne pourraient pas faire autre chose. Donc il y a un travail en amont. Alors déjà, souvent, malheureusement, le photographe vient nous voir après avoir tenté quelque chose, ce qui fait qu'il ne reste plus de traces. Parce qu'évidemment, le diffuseur a retiré les images. Mais même si, si vous êtes confronté exactement de la CEF à ça, ne faites rien avant d'avoir consulté la CEF, ça c'est le premier. Puis après, quand on va recevoir le dossier, on va l'analyser, on va voir ses chances de succès. C'est pas la peine d'engager des frais d'agents assermentés par exemple, ou des frais ensuite de justice, ou même du travail qui est pris sur la collectivité de la CEF. Si on s'aperçoit que le diffuseur est en cessation de paiement, en liquidation, ou si on s'aperçoit qu'il y a des considérations qui rendent juridiques en tout cas, ou de fait, notamment l'interprétation d'une cession de contrat qui est délicate, etc. Là, on va plutôt avoir à ce moment-là tendance à se dire on ne vous encourage pas à aller plus loin dans le dossier. Ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, évidemment, la plupart du temps, on les suit. Oui, donc une question pour prolonger la question des madames sur les droits et les associations. Et il m'est arrivé de faire des photos qui ont été vendues à des associations de manière tout à fait correcte, avec un contrat, etc. Donc aucun souci. L'association a publié sur son site internet les photos, etc. etc. D'accord, vous avez le droit parfaitement, c'est clair. Seulement, ces photos-là ont été reprises par d'autres personnes qui n'ont jamais contacté l'association, bien entendu. Et les fils en aiguille, ce sont des photos qui se trouvent à droite et à gauche, la plupart du temps avec, je dirais, un but non commercial, mais quand même des photos reprises, vues, revues, sans doute copiées, j'en sais rien. Et il est impossible pour un auteur de suivre la totalité de ces éditions. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On ne va pas faire plus que vous là-dessus. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et il est impossible de faire du tracking sur le web. C'est possible techniquement, mais c'est impossible en termes de coûts. Déjà, pour faire du tracking, c'est quoi? C'est comparer une base d'images au web. Alors technologiquement, le logiciel sait reconnaître une image qu'il a en stock, mais vous vous rendez bien compte que constituer déjà une base quasi exhaustive des images de nos membres, donc 7000 multiplié par chacun au moins 10-20 000, c'est très très compliqué, comme premier élément. Deuxième élément, si on devait le faire de cette façon-là, il y aurait un coût de transmission, ce qu'on appelle la bande passante, qui serait gigantesque, qui serait tout à fait impossible. Alors à l'impossible n'est tenu. Par contre, lorsqu'on cherche réellement sur certaines images emblématiques ou qu'on a un doute, il y a quand même des tas d'outils qui permettent de rechercher
cette image en particulier, je ne vais pas citer celui d'un des principaux opérateurs Internet, mais qui existe et qui permet de vérifier que l'image... voilà. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, on copie le lien et on regarde. Alors après, je vous avoue que des fois, on n'y va pas, hein, parce que c'est une petite dame qui a un chalet ou un gîte rural en fin fond de la Provence et qui qui loue un gîte rural à 150 € la semaine et qui a mis sur son petit blog une photo qu'elle a trouvée sur Internet. Voilà, il y a une mesure à avoir dans l'appréciation du dossier. Je ne vous dirais pas la même chose si c'était Booking.com ou Airbnb, évidemment, mais le petit blog de Haute-Provence, on va peut-être souvent laisser tomber. J'avais deux questions. D'abord, savoir si les héritiers d'un auteur photographe peuvent adhérer aussi et donc faire valoir les droits. Vous m'entendez bien? Oui, la deuxième question, voilà. Je réponds. Et la deuxième question, c'est savoir si vous aviez une idée du revenu moyen ou du revenu médian que ça rapporte aux adhérents. Alors, sur la première question, la réponse est oui. Le droit d'auteur est protégé 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, pendant 70 ans après sa disparition, ses héritiers, dès lors que la succession est régularisée, parce que ça, c'est une autre question. Enfin, les batailles entre héritiers, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dès lors que les héritiers, la succession régularisée, qu'on sait très précisément qui doit toucher quoi, etc., ils adhèrent à la CEF. Et ils confient à l'un d'entre eux le mandat de représentation vis-à-vis de la CEF. Ce mandataire, au nom de l'association, va négocier, c'est lui qui va s'occuper des déclarations, etc. Et là, par contre, la rémunération sera reversée. Donc s'il y avait, par exemple, si c'est simple, il y a 3 enfants, ils vont chacun toucher un tiers. Voilà. Mais par contre, ils seront tous les 3 membres, ils n'auront pas besoin de repayer, puisqu'il n'y a qu'une seule part sociale par auteur. Et il n'y aura qu'un seul représentant qui s'occupera de l'administratif, qui votera aux assemblées générales. Mais par contre, chacun touchera sur son compte bancaire les droits correspondants. Pour la deuxième question, je n'ai pas d'idée. Il n'y a pas de statistiques. C'est de l'ordre... je pense qu'actuellement, c'est supérieur aux milliers d'euros par an. Que droit collectif. Hein. Je ne parle pas des dossiers de gestion individuelle, etc. Mais c'est un peu pifomètrique, ce que je veux dire. Et puis ça dépend. Alors oui, on parle d'un revenu médian, donc il faut le calculer. Et puis ensuite, il y a vraiment un minimum. Si vous déclarez rien, vous allez toucher 20-30 € par an. Et si vous êtes travaillé beaucoup, bien, ceux qui touchent le plus par an peuvent monter à 20, 30 000, 40 000. Voilà. Le revenu médian, je ne sais pas. Encore des questions? Non. Olivier, merci d'être venu présenter la CEF. Michel, merci d'avoir donné ton retour d'expérience. Merci à vous d'être venu nous écouter. Et bonne fin de journée. Vous avez donc de la documentation ici, si vous voulez.